je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 3 sujets, 4 invités. Alors les invités, c'est Tariq Dali, bonjour, François Martin. Bonjour. Monsieur Murer, Philippe de son prénom. Bonjour. Et un autre Philippe à côté, Philippe Pasco et son chapeau. Bonjour. Bonjour. 3 sujets. Alors, écoutez, on va être dans l'événement inouï de ces 15 derniers jours et qui va déterminer l'avenir de la France pour les années qui viennent, c'est-à-dire les élections européennes, mais surtout leurs résultats et la dissolution. Et on va tracer les perspectives de cette dissolution. Le premier sujet, ce sera donc européenne, dissolution, quelles sont les motivations d'Emmanuel Macron. Deuxième, c'est la recomposition accélérée du paysage politique en France. Je crois que ça n'a jamais été aussi vite. Et le troisième, c'est surtout les élections législatives qui arrivent à très brève échéance, et on va faire des scénarios. Parce qu'il y en a, et ils sont très différents les uns des autres, puisque je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'incertitudes. Voilà, allez, rendez-vous dans quelques secondes pour le premier sujet. Alors, premier sujet, les élections européennes. On va s'arrêter quand même quelques secondes pour parler des résultats en France et des résultats en Europe. Et on va surtout parler du coup de tonnerre du dimanche soir, c'est-à-dire 1 heure après que les résultats soient tombés, la décision d'Emmanuel Macron, ou plutôt son communiqué, puisqu'on soupçonne que cette décision a été prise quelques jours, voire quelques semaines avant. Dans tous les cas, cette information d'Emmanuel Macron, dissolution et le cataclysme qui s'en est suivi, c'est passionnant. Et pour tout vous dire, ça déprime certains et ça en excite d'autres. Donc ça aussi, c'est un sujet, puisque je pense que ces deux polarités sont aussi l'opinion des Français. Alors le premier qui s'y colle, c'est Philippe Murer. Philippe. Les européennes. Alors, résultats des européennes, déjà globaux, au niveau global, puisqu'on nous avait dit c'est les élections européennes les plus importantes de l'histoire. Oui. On nous fait un peu le coup à chaque fois, non hein. Le résultat, ça a été en fait quasiment stable pour tous les partis politiques européens. Donc on se retrouve avec une grande majorité pour les partis politiques qui gouvernent l'Europe tout le temps, c'est-à-dire le PPE, les LR européens, les sociodémocrates, le PS européen, et Renaissance, comme les macronistes, mais au niveau européen. Une sorte d'alliance au sommet. Du centre. Voilà. Du centre européen. Van der Leyen est toujours, ou sera sans doute... Donc les ajustements sont minuscules. Il y a, je crois, les Europe Écologie, les Verts européens qui perdent 10 voix, les autres qui en prennent 5 sur 700 places. Donc rien ne va changer au niveau de l'Union européenne. Et là, on voit la première malheureusement, on voit la première problématique, c'est qu'on a tous les partis politiques qui nous ont menti sur ce sujet, et principalement les partis très à droite, Reconquête, aussi le Rassemblement national, qui ont dit tout va changer au Parlement européen, nous allons être majoritaires, ECR et donc les alliés de Reconquête et du RN, ils sont à 20% au Parlement européen, donc ils n'auront pas de poids. Donc, comme dit Philippe, rien ne va changer, donc Ursula von der Leyen et possiblement la prochaine présidente de l'Union européenne, va être reconduite malgré toutes les catastrophes qu'elle a fait. Elle est soutenue, on le sait, par Bellamy et le PPE. En tout cas, c'est l'émanation du PPE. L'adhésion de l'Ukraine, le 26 et 27, et de la Moldavie, 26 et 27 juin. Donc, on va avoir une décision. L'adhésion de l'Ukraine... Négociation d'adhésion. Voilà, c'est très très lointain. Hein, c'est lointain, mais là, ça sera engagé. Engagé des négociations d'adhésion, et ça sera voté le 26 et le 27 pendant les législatives. Ça, c'est fondamental. Au niveau français, on l'a vu, une déroute du macronisme, qui passe à 14%, minuscule. Une autre chose intéressante, c'est la partie gauche qui part
et qui va chez Raphaël Glucksmann, la partie gauche du macronisme. C'est une forme de renaissance des socialistes. Oui, c'est les zombies qui renaissent parmi les morts. Mais incarné par quelqu'un qui est sans doute un peu plus solaire que les prédécesseurs, non? Alors, beaucoup de gens pensent que c'est le nouveau Macron, très clairement. L'autre élément marquant, c'est la déroute des souverainistes. Moi, c'est mon camp, hein, je suis souverainiste. Je pense que seule la souveraineté nationale peut nous rendre libres et nous permettre de régler nos problèmes. Vous parlez précisément de reconquête? Non, des souverainistes, je parle des gens qui veulent retrouver la souveraineté nationale. Et l'indépendance nationale et sortir de l'Union européenne. Donc là, on a 2% pour François Asselineau, Florian Philippot. À force de désunion et de bataille des égos, on se retrouve dans l'insignifiance. Voilà ce que je vois. Et puis Macron, évidemment, je laisserai les autres répondre sur la dissolution. Pourquoi est-ce qu'il lance la dissolution de l'Assemblée nationale? Ok, alors François Martin qui s'est manifesté, Tariq et Philippe Pasco qui restent rêveurs. Il va falloir... Ne m'inquiète pas. Ok, François. Alors, moi, je suis intéressé par ce que veut dire, ce que signifie aujourd'hui la résurgence des partis patriotiques en France, dans lesquels je mets à la fois les identitaires et les souverainistes, en France, avec la poussée du RN, et ce que ça veut dire d'un mouvement plus global. Je m'explique. J'étais assisté ce matin à une conférence d'une spécialiste de l'Afrique qui montrait qu'aujourd'hui, on est dans une résurgence très importante de ce qu'on appelle le néo-panafricanisme, c'est-à-dire des peuples qui en ont simplement marre que ça soit des entités d'en haut, pas forcément leurs États, mais les institutions internationales, que ça soit l'ONU, que ça soit l'Europe, que ça soit qui leur disent voilà, qui leur imposent des plans qui sont faits par des cabinets de conseil et avec des sommes énormes qui sont allouées, qui sont captées par les élites et qui piquent l'argent. Vous voyez un écho en Europe? Absolument. Je pense qu'on est aujourd'hui à l'aube d'un pan-européanisme avec des retours des peuples, soit chacun chez soi, soit dans des blocs. Par exemple, j'ai assisté par ailleurs lundi soir à une conférence où était Tariq d'ailleurs avec Alain Juillet, c'était très intéressant, qui expliquait que en fait, si tu regardes comment fonctionne l'Europe aujourd'hui, il n'y a aucune raison que l'ensemble des peuples restent ensemble. Ils ont des politiques radicalement différentes. Que ça soit l'ensemble des peuples de ce qu'on appelait autrefois le groupe de Visegrad, si on inclut la Pologne, etc., ces pays-là, qui sont fondamentalement des conservateurs et qui sont des pro-américains, d'une façon générale, à cause de leur géographie. La position de l'Allemagne, qui est très particulière, qui était le pays phare de l'Europe, qui est en train de se faire piller par les Américains. Et puis les pays du Sud, qui sont ce qu'on appelait les pigs aujourd'hui, Portugal, Spain, etc., qui sont aujourd'hui aspirés vers une collaboration méditerranéenne avec Mélanie, et puis nous là-dedans. Donc il y a 4 blocs, je dirais, qui ont aujourd'hui automatiquement des stratégies différentes. Mais comment ça s'est reflété dans ces élections? Parce que Philippe... Par l'abstention surtout. Si, je vais te dire pourquoi c'est reflété. C'est reflété uniquement par, à mon avis, essentiellement, c'est la France qui montre ça. Parce que l'élection européenne, à mon avis, est une élection qui est parfaitement inutile, elle est construite pour être inutile. Moi, j'ai fait une élection européenne dans le Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, j'ai 2,5 millions d'électeurs. À supposer que j'ai été élu, personne ne me connaît comme député européen. Personne. Et moi, je ne connais pas mon député européen. Par ailleurs, on sait que c'est la Commission qui a le monopole de présentation. Donc, en fait, le Parlement a été fait pour donner une couleur démocratique à un système qui n'est pas démocratique. S'il y a un système qui est démocratique, c'est le Conseil. Ça ne peut être que le Conseil. C'est-à-dire c'est les États qui arbitrent. Mais donc, pour vous, c'est des élections... On va continuer. Oui, mais elles sont intéressantes parce qu'elles montrent et non pas par le pouvoir qu'elles donnent aux personnes qui y sont. Je comprends. Voilà. Tariq Dali et Philippe Pasco. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire François, parce que je conteste un petit peu l'analyse qu'en a fait Philippe tout à l'heure. D'abord, c'est pas tout à fait vrai que le Parlement ait été reconduit tel qu'il était. Il faut quand même noter la poussée. Non. Il faut quand même noter la poussée du groupe ECR, plus des non-inscrits, c'est-à-dire les Hongrois, et puis je ne sais plus quel autre parti, qui ont monté. Ouais. Il y a le groupe Identité et Démocratie. Effectivement, il a perdu des sièges pour une raison toute simple, c'est qu'ils ont viré l'AfD allemande, qui, elle, a fait un carton en Allemagne. Et donc la majorité... L'AfD, dont le leader a pris des positions qui étaient nazies. Oui. Ou néo-nazis, ou en tous les cas qui flirtaient. Non, mais je vous dis, on l'a viré, mais il a quand même fait. Le total des voix de ces gens, c'est combien? C'est 21%. Non, mais
je dis que les deux formations à droite du PPE ont gagné pas mal de sièges. En revanche, à gauche du PPE, ils en ont perdu beaucoup. Le Renew en a perdu beaucoup, à cause de la déconfiture en France. 22 sièges, je crois. Absolument. Et les socialistes en ont perdu aussi beaucoup. Et les Verts ont pris une casquette un petit peu partout, y compris là où ils sont nés en Allemagne. On le voit bien. Même en France. C'est vrai qu'ils sont nés en Allemagne, mais cela dit, et d'ailleurs, ça peut provoquer une crise. On en parlera rapidement en 2 secondes. Ça peut provoquer une crise en Allemagne parce que la coalition est composée des libéraux qui ont perdu des sièges, et des Verts qui en ont perdu beaucoup, et des socialistes qui en ont perdu beaucoup. Donc là, la coalition actuelle en Allemagne est menacée. Mais pour reprendre ce que disait François, effectivement, le Parlement est fait de telle façon qu'il ne serve à rien. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, malgré la perte de sièges, il est tout à fait probable que la majorité PPE, SED et Renew soit reconduite avec des sièges perdus, mais elle sera reconduite, et puis de toute façon, il y a les Verts qui serviront toujours d'appoint si c'est nécessaire. Oui, mais le principe du gouvernement en Europe, c'est celui de la coalition. C'est-à-dire que ça oblige les gens à trouver les terrains d'entente. Ça a peut-être trouvé un écho sur ce qui va se passer en France dans 15 jours. Sauf que ça fonctionne à la Macron, et d'ailleurs on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que au lieu de faire appel aux partis qui ont progressé, en l'occurrence donc ECR et ID, le PPE, qui a gagné des sièges, préférera continuer à s'allier aux perdants. D'accord. C'est ça le problème. C'est tout le problème de cette façon de fonctionner. Philippe Pasco. Moi, par contre, excusez-moi messieurs, c'est que la plupart des gens et du peuple ne comprend plus rien à ces histoires d'Européens. Mais ça sert à rien, ça devient tellement compliqué, c'est le monde de la coalition, moi j'appellerais ça le monde des compromissions, de gens qui quelque part sont du bureau où on sait même pas où, qui décident pour toi quelle couleur de fromage tu vas pouvoir manger. Et ça devient intolérable. Vous rajoutez à ça le fait que les gens qui se présentent sont tous des gens maintenant, entre guillemets, dont on n'a plus aucune confiance. Résultat, ça donnera de plus en plus d'abstention et un Parlement européen. Il y en a eu moins cette fois-ci. Oui, il y en a eu moins parce qu'on a agité le chiffon rouge comme d'habitude et comme maintenant depuis Chirac, on agite le chiffon rouge. Attention, si jamais vous n'allez pas voter, il y a le taureau qui va vous rentrer dedans. Ça commence à marcher de moins en moins. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, la politique, entre guillemets, elle est de moins en moins crédible et qu'on s'aperçoit que les gens qui font de la politique ne sont là que pour leur intérêt personnel. Et on oublie complètement le bien commun des gens. Et c'est ça que les gens ne veulent plus. Mais malheureusement, ça continue. Mais malheureusement, il y a des coalitions. Moi, j'appelle plus ça des coalitions, j'appelle ça des compromissions. Bien sûr. OK. Certes, il n'empêche que c'est la manière de fonctionner de l'Europe, et de l'Europe au niveau du Parlement, et c'est aussi la manière de fonctionner de plein de pays. L'Allemagne, Tariq en parlait. Oui, mais ce qui fonctionne L'Italie aussi. En Italie également, c'est une coalition. La 4e République, ça fonctionnait comme ça aussi. Qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que ça a donné ? Une catastrophe. En France, ça ne marche pas. La République, ça donne une République des partis et des compromissions. 4e, 3e République. 4e République ne fonctionne tellement pas qu'ils sont obligés d'appeler leur ennemi, le général de Gaulle, en recours, qui va la dissoudre et ils le savent, qui est contre ça. Donc ça ne fonctionne pas. C'est vrai que je rebondis sur ce que dit Philippe Pasco. Il y a un discrédit total des partis politiques. Ça, c'est clair. Il y en a un seul qui émerge et qui, encore, c'est le RN. Parce que l'autre chose... Alors, c'est facile. C'est facile ce que tu dis. Ah non, mais ils n'ont jamais été au pouvoir. Ah non, mais c'est ça le problème. Alors, je me permets. C'est le mur qui... Je me permets. L'autre chose, soyons clairs, c'est que le RN, les Français, ils les ont mis à 32% pour les élections européennes. 31, et en fait, 37. Et on voit que les Français se disent, on ne les a pas essayés, ils n'ont pas été au pouvoir, essayons-le. Il y a cette chose-là qui... Ce n'est pas un vote de conviction, c'est un vote de désespoir. C'est un vote de désespoir et pas de conviction, c'est vrai, mais ceci dit, le RN est le seul qui a encore un peu de respectabilité. D'accord ? Je suis parti du RN parce qu'ils ont abandonné la souveraineté nationale. Mais honnêtement, ils ne viennent pas avec des drapeaux palestiniens, ils ne mettent pas des t-shirts à l'Assemblée nationale, c'est pas rien. Ils respectent les institutions de façon très large. Un peu de bon sens et de pragmatisme. Le problème de la criminalité et de la sécurité intérieure, qui est un problème numéro 1, c'est les seuls à vouloir le faire. Après, c'est vrai qu'ils ont cette respectabilité.
comme ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne, s'ils gouvernent, tout le problème, s'ils seront pieds et poings liés sur l'économie, on en reparlera, sur toutes les choses, à part l'insécurité, et donc ils risquent de se discréditer. Mais le mot, c'est discrédit et dégoût de la classe politique française. François Martin. Un élément en plus exogène dont on n'a pas parlé, c'est évidemment la question de le résultat de la guerre d'Ukraine. Moi, je pense que l'Europe est en train de se discréditer complètement dans une guerre qui n'est pas la sienne, et je pense, je le dis à chaque fois, mais c'est avéré de plus en plus, que le camp occidental va prendre une pelle. Cette année, probablement. Là, le front craque de partout. Je rappelle que l'armée ukrainienne a 45 ans d'âge moyen. L'armée, c'est le jaune de ta mayonnaise. Quand tu as aspiré le jaune, tu peux toujours mettre de l'argent, des supplétifs étrangers, des armes, des trucs. T'as pas d'armée. Alors, je pense que quand ça va être avéré, il va y avoir un discrédit de l'OTAN et de l'Europe qui va être total. Donc ça va jouer également dans les équilibres futurs, certainement. Dans le sens des, à mon avis, dans le sens des futurs, comment ça s'appelle, des futurs, des personnes qui sont des gaullistes, c'est-à-dire, tu vois, et pas dans le sens des... Sur les seuls contenus là-dessus, sur la guerre d'Ukraine. Non, attendez, Une info intéressante on n'est pas sur l'Ukraine, on est sur... Je comprends l'expertise de François. Moi, je voudrais qu'on parle sur l'Europe, de la fin de cette guerre. Elles vont être majeures. Donc. Je voudrais qu'on parle de la... Pardon, on va accélérer, parce qu'il nous reste 5 minutes pour parler de la dissolution. C'est quand même l'événement majeur. Oui. Même si, contrairement à ce qu'avait affirmé Emmanuel Macron, il avait dit « élection européenne, aucune conséquence nationale », la première chose qu'il décide, c'est des conséquences nationales. Je ne serai pas en retraite, il y a aussi d'autres choses. Ouais. Comment on peut encore croire cet individu qui le lundi dit blanc et le mardi dit noir? Donc de toute manière, il n'est plus crédible. Alors comment vous avez réagi, Philippe Pasco? On va peut-être faire juste un mini-sondage. Vous étiez devant la télé dimanche soir? Je regarde plus ce monsieur. Donc comment vous l'avez appris, la dissolution? Une connerie. Moi, je l'ai appris le lendemain. Le lendemain, oui, d'accord. Oui. Je suis comme beaucoup de Français. Hein. Ça m'écœure tellement que je regarde même pas. Donc vous lisiez un livre, vous regardiez un film? Oui, j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné. T'as vu, il y a une dissolution. J'ai ouvert mon internet, j'ai vu qu'il y avait dissolution. Tu regardes tes réseaux sociaux, il y a c'est partout. Vous êtes dit quoi? Encore une connerie de plus. Une connerie de plus. Moi, je l'ai appris le soir en regardant Twitter. Extrêmement surpris parce que c'est complètement irrationnel pour lui, c'est un risque gigantesque. Je ne m'y attendais franchement pas. Mais effectivement, il a jeté une grenade dégoupillée dans les jambes des partis politiques, sauf que la grenade, elle pourrait lui revenir et le faire exploser. Il a jeté une grenade découpillée dans son pantalon. Okay. Moi, je ne partage pas cet avis. Moi, j'ai écouté avec grand intérêt une toute petite intervention de François Langlais de quelques minutes où il dit de toute façon... Dimanche soir ou c'était le lendemain, et moi, je ne connaissais pas assez bien cette situation, mais je trouve que son intervention me paraît limpide. Il n'avait pas la possibilité de faire autre chose que de dissoudre. Parce que, en fait, le problème, ça va être je voudrais terminer. Le problème, c'est le budget 2025. Il a mangé son gouvernement précédent avec des 49.3, des 49.3. Il sera obligé de refaire un 49.3 et cette fois-ci, compte tenu de la perte d'image des Européennes, il risque très fortement d'avoir sa motion de censure. Et donc, plutôt que de se faire botter les fesses par les députés, ils préfèrent leur botter les fesses pour prendre la main. C'est le fameux maître des horloges, dessiné du moment. Non. Par contre, là où je pense qu'il a fait la connerie, c'est pas de dissoudre, c'est de dissoudre de façon précipitée avant les Jeux Olympiques. Parce qu'il aurait dit, il y a un problème de recomposition dans ce pays, on va passer les Jeux, tout le monde nous regarde et après on remet les pendules à l'heure, on aurait dit, c'est un homme sage, c'est un homme qui a les intérêts de la France. Le fait de l'avoir fait comme ça et de cette façon-là, surtout avec les phrases qu'il a dites, en dit beaucoup sur la nature d'un président qui manque des deux qualités principales d'un chef d'État qui sont la patience et la prudence. Il a ni l'un ni l'autre, voilà, et le sang-froid. C'est une forme de maturité qui manquerait à Emmanuel Macron. Il montre son immaturité, non pas par le fait qu'il dissout, mais par le fait qu'il a dissous. Maintenant, dans des conditions précipitées. Tariq Dali, vous avez été aussi surpris? Je vais vous dire très exactement ma réaction. Je l'ai vu en direct sur CNews. Je me suis dit, il a réussi son coup. Plus personne ne parlera de la veste monumentale qu'ils ont pris aujourd'hui. Donc ça, c'était le premier truc. Non, mais je suis sûr de ça. C'est-à-dire qu'il a perdu les élections législatives. Il a nommé un Premier ministre,
Il fait comme s'il les avait jamais perdus. Là, il a pris une gamelle, plus personne n'en parle. Donc déjà, mais effectivement, comme dit, maintenant je peux revenir à ce que dit François, peut-être qu'il aurait pu attendre un mois ou deux avant de dissoudre, effectivement, pour permettre aux gens de voter au mois de septembre. Oui, c'est mais là, marrant parce que- effectivement, mais là, ça l'arrange, il n'en parle pas. En revanche, cette histoire de grenade dégoupillée, je suis désolé, ça, c'est passible de l'article 68 pour destitution. Je suis navré, un président de la République ne peut pas dire ça. Rappelez-nous l'article 68. 68, c'est lorsque le président manque à ses devoirs, on peut lancer une procédure de destitution. Lorsque le mec, Je me permets, article 5 de la Constitution, qui complète il est et qui garant. dit ça, il est garant de la la continuité, continuité de des pouvoirs l'État publics, c'est ça. et Il a pas de le la droit de dire régularité des pouvoirs publics. Et donc là, C'est effectivement, inacceptable. vous avez C'est parfaitement raison, c'est inacceptable. Mais inacceptable. qui conduit le président de la République à la destitution? Comment ça se Le discute? Parlement se Par le réunit. tiers des voix compliquées. Compliqué. Et c'est le Non, mais Parlement, j'ai pas pardon. dit que ça se ferait, C'est j'ai dit que Assemblée c'est nationale passible et- de ça. On en parle à chaque fois, je le vois surgir chez les Asselineaux, etc. Destituons le président, ça ne se fera jamais. Donc arrêtons d'en parler, ça sert à rien. J'ai C'est pas dit que comme ça se ferait, j'ai dit 49, je suis pas que d'accord avec c'était toi. passible de ça. Mais oui, c'est Et puis- passible. Et puis on ne sait jamais s'il Mais il y est a passible s'il y a de plein de s'il y a- choses, s'il y a Macron. 400 s'il y a 400 députés. Il est passible de plein de Mais choses. c'est Pierre député et Macron. Sénat. C'est député, Assemblée. Mais ça se député fera et Sénat, jamais. mais on Donc ça va n'existe probablement- pas. On va Il faut- probablement on en on en parlera Il faut tout à 2 l'heure sur tiers les des scénarios. députés, 2 tiers du Sénat, il faut que ça passe. Ça ne se fera jamais. C'est uniquement, c'est pas comme, dit que ça se ferait, c'est j'ai comme la dit que motion de c'était passible de censure ça. actuelle dont tu parles. Combien de fois ils l'ont déposée? Combien de fois ils n'ont pas été jusqu'au bout? Combien de fois ils l'ont déposé? Combien de fois ils l'ont déposé? Un jour, Ils ça ne va l'ont venir. jamais Et je pense fait. que Parce le que calcul si, général va pas tous si tu ensemble. vas jusqu'au bout de la Philippe. motion de censure, si tu vas jusqu'au bout, il n'y a plus de députés, le gouvernement tombe. Et la plupart des députés qui vont à la gamelle font semblant de te dire, et on l'a vu dernièrement, nous, on dépose une motion de censure. Oh, alors un coup le LR, un coup FLI, j'arrive jamais à dire, LFI. Ils déposent des motions de censure et ils ne vont jamais jusqu'au bout et ils ne la signent jamais complètement. Donc, faut arrêter vous sur le doutiez truc. parce qu'effectivement, de nombreux analystes ont dit qu'en réalité, Macron avait choisi ce moment-là. Ah, mais c'est possible. C'était en fait en anticipant de 3 mois la censure qu'il aurait subie au budget. Mais moi, il n'aurait pas qu'il eu. Voilà, déposerait les LR une avaient motion de censure, François a raison, en septembre-octobre. L'aurait-il fait? J'en sais rien. Mais il prévenait le président. Et la gauche l'aurait jamais voté. Donc, de toute manière, la motion de censure, comme d'habitude, serait tombée à l'eau. Par contre, on aurait fait beaucoup de com, une fois de plus. On a dit, on a râlé, on a râlé. Ouais, vous avez râlé, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Et moi, j'en ai les preuves de ça, puisque sous le gouvernement Hollande, il y a des gens qui ont déposé une motion de censure. Ça s'appelait les frondeurs. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Il leur manquait 4 ou 5 voix pour faire tomber le gouvernement. Je pouvais leur avoir ces 4 ou 5 voix, mais c'était des mecs de droite. Ils en ont pas voulu. Ça, c'est la gauche, ça. Mais la droite est pas mieux, monsieur. Oui, sauf que... C'est pas vrai. Le RN a voté toutes les Sauf motions de que censure. pouvoir leur avoir 4 ou 5 voix, dans tous les cas, ils n'ont pas à décider s'ils en veulent ou s'ils n'en veulent pas, puisque les députés Mais votent pas parce que et la majorité ils en ont pas apparaît. voulu. Dans ces cas-là, ils se retiraient. Je veux dire, ils retiraient leur motion de censure. Ouais. Ils ne voulaient pas. Pourquoi? Parce que sinon ils tombaient. Sinon ils étaient obligés d'aller aux élections. Ouais, c'est et ça. s'ils allaient aux élections, ils perdaient. Et aucun des députés macronistes aujourd'hui ne voulait que le gouvernement tombe. Ah, bien entendu pas. une Eux particulièrement. Ça, bien sûr. Il y a juste un dernier mot, il y a juste une autre raison aussi qui est psychologique, c'est que Macron n'a jamais eu l'habitude de prendre une pelle dans rien de ce qu'il a fait. Là, il en a pris une et pour lui, c'est insupportable. C'est un psychorigide, donc il a dissous parce que pour se venger d'une Mais certaine c'est façon. marrant parce que beaucoup ont dit, finalement, cette dissolution, il n'y a rien de plus démocratique. Ah bah c'est sûr. Et c'est pas un mot que vous avez... Pas dans la façon dont c'est fait, avec la panique des 20 jours avant les JO, etc. Je suis content qu'on dise que pour une fois, Macron est démocratique. Oui. Parce que depuis 7 ans, j'ai pas l'impression qu'il est démocratique. Quand il nous impose le fait qu'il bousille les hôpitaux, qu'il bousille les écoles, qu'il bousille le code du travail, qu'il bousille exactement la société française, on peut pas dire qu'il est très démocratique. Et là, bizarrement, on dit qu'il est démocratique. Non, non, il est machiavélique. La seule fois. Ce qu'il fait n'est pas anticonstitutionnel. Non, mais la seule Bah oui, fois, c'est la seule sûr. fois où justement il se comporte prétendument démocratiquement, il le fait, ah ouais, vous allez voter, mais vous n'avez pas le temps de présenter les candidats ni de faire campagne. Bah Il faut surtout, une caisse. surtout Très important. deuxième tour, Article 16. 16 juillet. Ouais. Attendez. Il réfléchit à l'article 16. Alors ça, on va y revenir. Alors Philippe, je vous remercie. Ça va me faire ma transition parce qu'on va en parler sans doute dans le dernier sujet. Bon, vous avez vu, premier point, dissolution, enfin européenne dissolution. On se retrouve dans quelques secondes pour parler de la recomposition. Parce qu'on l'a effleuré. On va vraiment approfondir ce sujet. Rendez-vous dans quelques secondes donc. À tout de suite.
rebonjour. Donc, sujet dissolution. Depuis la dissolution du soir des législatives, ma question, c'est est-ce qu'on est dans une recomposition et qu'il serait en train de s'accélérer, ou est-ce qu'on est dans une décomposition du paysage politique français et on ne sait pas du tout où on va? Voilà. Le premier intervenant, c'est François Martin. Alors, les deux sont possibles aujourd'hui, et bien malin qui peut le dire. Mais moi, je penche pour la première hypothèse. Pourquoi ? Recomposition. Oui. Je pense que le fait qu'une pièce de métal s'éparpille en 1000 morceaux n'a pas d'importance s'il y a un principe de polarité ou plusieurs qui font que les morceaux peuvent se recomposer dans un même sens. C'est ça qui est important. Et pour moi, il y a deux principes de polarité qui sont importants. Il y en a un, c'est quand même une certaine forme d'amour de la France et de patriotisme qui joue dans les comportements d'un certain nombre de députés qui décident de ne pas se présenter, etc., d'aller vers la coalition, etc. Il n'y a pas que des gens qui cherchent la soupe, je dirais, dans cette affaire. Et l'autre qui me paraît beaucoup plus important, c'est la détestation généralisée de Macron dans toutes les couches, et en particulier les couches populaires de la société. Je pense que c'est parce que je suis très frappé, moi j'habite dans les Yvelines, dans un petit village, pas que, il y a beaucoup de bourgeois, mais il y a aussi beaucoup de gens populaires qui travaillent des petits métiers, etc. Ils ne peuvent pas l'encadrer. Donc je fais une grande différence. Ça, c'est ce qui a fondé le vote du Rassemblement national. Oui, essentiellement. Mais aussi le vote de gauche. C'est-à-dire, je pense, pour le dire comme ça, qu'il y a eu, en particulier chez les peuples, et là je rejoins Guy Louis, qui a eu un système d'humiliation extrêmement prolongé, extrêmement fort, qui dure depuis extrêmement longtemps. Et que les deux événements qui sont d'une part le vote en faveur de la droite des élections plus la dissolution, ont créé une fracture dans ce barrage. Et moi je pense qu'il n'est pas impossible, dans ce genre de choses, qu'on ait une accélération et à ce moment-là un raz-de-marée vers le Front National. Je pense que c'est possible. Moi j'assimile un peu ça aux révolutions arabes qu'il y a eu. Moi je me souviens en Tunisie, quand j'allais en Tunisie, je disais qu'est-ce que vous pensez de monsieur Ben Ali ? Le type il sortait son panneau, il disait digage. Eh ben il y a une espèce de digage aujourd'hui qui se dégage pour pas faire de jeu de mots, de la politique française dans ce sens. Et ça c'est un principe de polarité qui est extrêmement important. Et on est dans une sorte de processus révolutionnaire, même si personne ne Alors Philippe Pasco, je vous vois lever les yeux au ciel. Oui, parce que vous n'êtes pas d'accord. Hein. Mais non, parce qu'on ne tient pas compte de l'écœurement général. Je veux dire, moi, le grand gagnant de toutes ces choses, c'est l'augmentation des gens qui sont dégoûtés de la politique et qui ne vont pas aller voter. Et en plus, quand vous savez qu'il y a un type, qui, entre guillemets, programme une élection en 3 semaines, le 30 juin, et le deuxième tour le 7 juillet, alors que les gens sont déjà en vacances, si ce n'est pas pour que les gens n'aillent pas voter, dites-moi pourquoi c'est fait. C'est exactement pour ça. Mais les gens iront voter. C'est raté. Alors, à la fois, ils dégoûtent... Non, mais attendez. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'ils ne prévoient pas. C'est fini. Vous pensez qu'il va y avoir une faible mobilisation? Mais je pense que les gens en ont tellement... Qui pour voter pour qui Quand vous voyez que la plupart et encore une fois, je pèse mes mots, qu'aujourd'hui, mais bizarrement depuis 3 semaines, mais vous inquiétez pas, vous votez pour moi, mais tout va aller mieux. Après, quand vous voyez ce que le programme des mecs de droite, des mecs de gauche, du petit Attal, qui vous dit, vous inquiétez pas, avec nous, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, de monsieur Mélenchon, qui nous dit, mais attention, on va revenir à la retraite à 60 dès que je suis Premier ministre. Quand vous voyez monsieur RN, Bardella, qui promet monts et merveilles lui aussi, je veux dire, comment vous voulez que les gens y croient? On n'y croit plus. Et comme on n'y croit plus, on n'a plus envie de voter pour ces gens-là. Juste factuellement. Okay. Alors, Philippe Murer, factuellement, tu as raison, les gens n'y croient plus et la politique est un peu discréditée. Mais en fait, les gens comprennent que cette élection est importante. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, on va passer de 45 à 60-65% de votants. Ce qui n'est pas gigantesque, mais ça sera beaucoup mieux. On ne sera pas à un niveau présidentiel, mais on sera... Quand les gens voient que M. Cahuzac se présente, que M. Hollande se présente, qu'il y a des vieux briscards de la politique, des vieux tricards de la politique... surtout des gens discrédités. Qui se représentent, qui sont discrédités. Eh bien, on se dit, mais comment tu veux y croire? Les sondages sur la participation sont autour de 60-65%. Ce qui n'a rien d'étonnant, quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une grosse mobilisation, en tout cas à gauche. Ça, c'est une certitude. Hein. La gauche est en train de faire un gros tam-tam pour mobiliser les procurations
Et on constate, hein, et moi je sais que c'est la gauche qui se mobilise, voilà, on est à des taux qui sont 4 ou 5 fois supérieurs aux taux habituels, hein. Or en très peu de temps. Hein. Il y a un site macroniste qui maintenant récupère les C'est vrai. procurations et qui vrai. vous donne, si vous ne savez pas à qui donner votre vote, qui vous donne le nom de quelqu'un qui est macroniste. Oui. Donc ils le font tous. Les procurations vont exploser. Et entre guillemets... Mais ça, c'est une très bonne chose, non? C'est une participation. Je pèse mes mots. Les procurations, j'ai peur. Moi, je suis pas d'accord du tout. là, C'est assez excusez-moi. bien maîtrisé, la Non, je suis pas procuration. d'accord. Je suis pas d'accord. Tariq Dallier et Philippe Murer. Je suis pas d'accord. D'abord, effectivement, je m'attends à une participation des 2 tiers, au moins. C'est-à-dire que on revient. Donc supérieur aux dernières Ah oui, oui, législatives, mais par exemple. on revient au Très niveau de supérieur, hein. 1980. que c'est historique. On revient au Non, mais on compare pas une législative avec Non, une mais je compare présidentielle. juste le chiffon rouge qu'on agite. On revient. Tariq Dali. Je pense qu'on va revenir à une participation de la fin du siècle dernier, 97, etc. Les procurations, je suis pas d'accord. Moi-même, j'ai voté pour parce que Reconquête avait donné on a fait le truc, on a fait le nécessaire. Ça a été très bien fait. Moi, je suis pas inquiet du tout. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal que les Après, c'est une question de que les confiance formations en la personne à qui on formations donne. politiques se mobilisent pour ça. Moi, ça me dérange pas du tout. Ça me gêne pas. Maintenant, après, je sais pas ce que ça peut donner. Je pense que la forte participation va engendrer un certain nombre de triangulaires, et je pense que c'est ça qui va sauver les macronards. Qu'ils s'appellent Macron ou qu'ils s'appellent Renaissance ou qu'ils s'appellent LR. LR maintenu, hein, LR gamellard, comme dirait Louis Alliot. Okay. Mais bon, ça, je pense que ça peut en sauver pas mal. Mais effectivement, après, ça dépendra de l'avance du RN sur le front de gauche. Effectivement, vous avez dit qu'il y avait une forte mobilisation à gauche, à l'extrême gauche. Ça, c'est vrai qu'ils vont voter beaucoup. Elle est constatée, hein. Je ne sais pas si ça se passe à droite. Elle est constatée. Le RN, pour l'instant, est donné autour de 33%, auquel il faut ajouter 3 ou 4% de LR qui se sont ralliés. Oui. Donc ça fait comme des secondes. deuxième tour, Après le second tour, Zemmour, exactement. etc., Donc il faut Marion, s'attendre à un RN qui non seulement sera présent partout au second tour, mais qui sera en tête dans une bonne partie des circonscriptions. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu la recomposition? Parce qu'il y a quand même un phénomène majeur qui se passe au niveau du parti d'Éric Zemmour. C'est le départ de Marion Maréchal ou le fait qu'elle ait été chassée. Est-ce que c'est pas la fin définitive de ce parti dont on voit qu'il accroche pas dans les votes? Probablement. Très possible. Très possible, effectivement. La grenade a été lancée. En fait, il y a 2 grands blessés. C'est Éric Zemmour et Reconquête qui risquent de disparaître parce que là, il va tomber à 2-3%. Et donc, ça va être très difficile pour lui de continuer, surtout après le départ de 80% des députés européens avec Marion et contre Zemmour. Il ne reste plus que Sarah Knafo et les 4 autres députés européens, dont le mouvement conservateur, sont partis. Je ne fais pas de jugement de valeur sur ont-ils raison, ont-ils tort, je n'en fais aucun. Ça, c'est la première chose. LR aussi, grand blessé, parce que cassé en 2 parties, un peu décrédibilisé avec des batailles juridiques, et puis surtout très peu de députés. Avec beaucoup de ridicule. Ce phénomène d'Éric Ciotti, c'est une bouffonnerie, non? Je pense que les Français... Non, Vous ne pensez pas que ce soit une bouffonnerie? Il suit ses militants et ses La électeurs. moitié du parti est parti avec Ciotti, alors c'est pas une Il bouffonnerie. essaye de sauver, parce que les LR qui avaient 7% de vote auraient eu un nombre ridicule de députés. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas voter les motions de censure depuis 3 ans. Ils ne voulaient surtout pas retourner devant le peuple. Oui, mais là, vous parlez d'aller à la gamelle. Est-ce que Éric Ciotti... Alors justement, je vais essayer de développer ce que je peux ressentir. Éric Ciotti qui dit « je m'allie avec le RN », est-ce que c'est pas juste la réaction de quelqu'un qui est en péril dans son fief des Alpes-Maritimes? Et c'est la seule motivation. J'en suis absolument convaincu. Que ça de la part de M. Ciotti qui va à la gamelle là où la gamelle est la plus Parce que abondante. sur l'immigration, ils ont un programme proche. Ils vont aussi à la gamelle. Sur Ceux qui l'immigration, restent, ils les ont un programme. Parisiens, ils vont à la Attendez, gamelle attendez. aussi. Pas tous ensemble, n'oubliez jamais. Encore une fois, excusez-moi, vous avez fait un petit peu de politique. Hein, Ça nous passionne, Malheureusement, les gens qui sont, entre guillemets, à la base, Oui. suivent le chef. Donc quand le chef fait des conneries, eh ben les gens ils suivent. C'est pas ce que disent les sondages. Hein. La base LR, et je parle pas des cadres, la base LR est plutôt en train de désapprouver Ciotti. Hein. C'est ce qui se reflète. C'est ce qui se reflète dans les sondages. Hein. Pas du tout, pas du tout. C'est C'est ce qui faux, se reflète dans les c'est sondages. faux. Ça, Non, C'est moitié. c'est moitié. Il a pris la moitié je du rencontre parti. pas mal de LR de base qui ont des convictions. Je dis bien qui ont des convictions. Ces gens-là ne changent pas d'avis en fonction du vent. Et les gens disent, moi je suis un type de droite, et je les respecte,
j'ai des positions de droite, c'est pas pour ça que je vais aller vers les extrêmes. Ces gens-là ont des convictions. Les gens qui n'arrêtent pas de changer, comme au PS, qui ont été chez les macronistes, etc., les gens n'en veulent plus. Ils veulent des vrais politiques. Des mecs qui ont des, excusez-moi du terme, des mecs qui ont des vraies couilles. Non, mais la c'est un question, wagon de Macron, c'est pas une vraie politique. Non, mais la question, les c'est Républicains n'existent plus. est-ce que LR à 7% n'était pas à son cœur de gens avec des convictions, puisque les autres étaient soit déjà partis au RN, soit déjà partis chez Macron? Une réponse toute simple, c'est que, et la gauche sait très bien le faire, c'est que la gauche sait se servir du scrutin uninominal à 2 tours. Alors la gauche... C'est que lorsque vous êtes à 7% et que vous dites « je veux pas de ceci, je veux pas de cela », vous avez 0 député. Le RN a fait ça pendant 30 ans. Si vous êtes à 7%, vous n'avez pas de député. Vous savez quoi? Il a eu raison. Parce que même. Non mais le RN a eu raison. Parce qu'en fait, il faut. En persévérant, c'est comme ça qu'ils ont gagné. Ils seraient allés à la gamelle, ils auraient perdu. Ça, c'est la clé. Alors c'est vrai que l'autre chose, moi je pense que c'est une. Excuse-moi Philippe, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que le RN est parti de 0 et pendant 30 ans, il a ramé. LR, ils étaient au pouvoir. Ils sont en train de descendre. Ils sont en train de Bien descendre. sûr. Donc, mais le RN a eu effectivement, raison de ne pas trahir. Il a trahi la conviction de souveraineté nationale. Le RN était en phase ascendante. Non, mais il a eu raison de ne pas se trahir par la gamelle. Parce qu'il y a une décomposition totale. Parce qu'effectivement, quand on voit... décomposition versus recomposition. Quand on voit les gens, effectivement, et ils vont tous se discréditer, toute la gauche, François Hollande qui s'allie avec Philippe Poutou, avec des fichesses de la jeune garde, avec des gens qui disent des choses odieuses sur les homosexuels, le contraire de la gauche, sur les juifs, l'antisémitisme, en fait, ils se discréditent. Donc c'est une recomposition qui décompose. Voilà. La gauche l'a toujours fait, Philippe. Justement. C'est toujours allié. Attendez, est-ce que la plus grande surprise, c'est pas la capacité qu'a eu la gauche en 3 jours à créer le nouveau Front populaire? Mais c'est tout sauf une surprise. La gauche fait ça depuis toujours. À ce point-là, Excusez-moi, Mitterrand en 71 a conquis le Parti socialiste en disant je vais m'allier avec l'Union soviétique, avec le parti qui est dirigé par l'Union soviétique. Il l'a fait. Certes oui, mais avec l'objectif de manger le Parti communiste. L'objectif d'arriver au pouvoir. Mais ça a fonctionné. Mais là c'est pareil. Mais ils l'ont fait à beaucoup d'élections, ils ne l'ont pas fait tout le temps. Là ils le font pour une raison simple. C'est que sinon ils sont morts. Parce que la gauche est trop petite. La gauche est trop petite, elle est à 28%, 30%, elle est devenue un parti qui, l'ensemble de la gauche, baisse structurellement. Donc la seule façon de se sauver, c'est de s'allier, de se regrouper. Majoritaire, vous êtes obligé de vous allier. Et la gauche le fait très bien. François, j'arrive vers vous. Il y a la question de la tripartition. Est-ce que cette tripartition, c'est toujours une analyse pertinente, avec un bloc, on va dire, national, un bloc de gauche radicale et un bloc d'extrême centre? Je ne suis pas bien certain de l'appellation. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'on est au contraire vers la fin de cette tripartition? On est vers François la fin Martin. de cette tripartition parce Oui, que, pourquoi? si tu veux, le principe de l'extrême centre, en gros, ce qu'a essayé de faire Bayrou et ce qu'a réussi, Macron avec les médias, avec tout ça, quand ça marche... tu bouffes à gauche, tu bouffes à droite, tu bouffes partout, tu grossis. Mais quand ça marche pas, c'est le contraire, ça se décompose plus vite parce que la gauche te bouffe et la droite te bouffe. Parce que tout le monde rejoint son camp. Le même qui grossit vite implose aussi vite. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, il y a un truc qui est très important là-dedans, c'est que si on imagine que Macron prenne une véritable pelle, mais absolue, c'est-à-dire 10-15%, une cinquantaine de députés. Le moins possible. Okay. Il va se présenter au match de l'équipe de France devant les caméras du monde entier, les Américains, tout le monde entier, et le stade entier qui fait ouh, dégage, dégage. Est-ce qu'il va rester en poste dans ces conditions? Moi, je serais lui, je réfléchirais. Alors là, vous êtes dans la 3e partie, François Martin. Oui, mais ça anticipé, c'est intéressant. Philippe Pasco, je vous ai vu vous signaler. Juste un détail par rapport à la recomposition. Ouais. Moi, je parle d'une dissolution complète. Combien de candidatures aux européennes? Pardon, j'ai pas compris. Combien de candidatures aux européennes en France? Un nombre de listes, 38. Nombre de listes, 38. Ah oui, il n'y a jamais eu autant de choix. Merci. C'est pas autant de choix. Il n'y a jamais eu autant de désespérance et d'ouverture sur autre chose. Parce que les gens en ont tellement marre des partis dominants qu'ils essayent tous de trouver leur propre famille. Oui. Ça veut bien dire que quelque part, il y a une dissolution complète des partis politiques, puisqu'on n'y croit plus. Combien de candidats sur les députés, là, aux législatives, au premier tour? Vous avez regardé dans les circonscriptions? Il y en a entre 5 et 12 à peu près. Merci. Entre 5 et 12. 12 candidatures par circonscription. Ça, c'est pas inhabituel, il me semble. Mais ça devient de plus en plus
l'évidence. C'est-à-dire que malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui disent « je ne crois plus en ces gens-là, je montre mon propre parti, je monte ma propre candidature ». Et ça, c'est bien la preuve d'une dissolution complète de la croyance aux hommes des partis politiques. Ouais. Donc c'est pas recomposition, c'est pas décomposition, c'est liquidification, je sais pas si ça... C'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, quand tu as un principe de polarité dans ça, les gens ne sachant pas quoi faire devant peuvent se dire, ben finalement, moi, je suis pas RN, mais je voterai RN parce que je veux me débarrasser, débarrasser de Macron. Sachant que quand on parle de tripartition, c'est une fausse tripartition. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le bloc du centre et de gauche qui sont apparemment ennemis, mais en fait, c'est un bloc internationaliste, mondialiste, pour l'immigration, etc. Donc, ils sont sur les choses principales et les institutions supranationales. Donc, il y a en fait deux blocs qui sont des faux ennemis, gauche et centre, contre le bloc national qui est le bloc RN. Donc, c'est plutôt, ça va se terminer, tout ça, quoi. Et pour finir, même si la détestation de Macron jouera pour des gens qui veulent voter sur la gauche, il y a quand même un autre élément qui joue beaucoup dans l'esprit des gens, c'est la question de la sécurité, parce qu'ils peuvent pas supporter que ton gamin qui sort de la boîte et toi, il s'est fait poignarder à la sortie, et qu'il y a une petite vieille qui a 80 ans, elle s'est fait violer par un OQTF qui devait être envoyé à la frontière depuis 3 ans. Donc ça ne passe pas. C'est un fait politique majeur. Voilà, donc il y a deux éléments qui vont jouer en faveur du front. Alors, écoutez, comme vous êtes déjà dans les scénarios de l'après, on ne perd pas de temps, on enchaîne dans quelques secondes sur la troisième et dernière partie. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Allez, troisième et dernière partie, nous allons maintenant examiner les scénarios possibles des législatives. Alors, au cas où ça vous aurait échappé, c'est le 30 juin et le 7 juillet. Hein. Le 7 juillet, on sait à quelle sauce on va être mangé. Et en plus, le 7 juillet, c'est le Tour de France. Ça va être chaud. Et c'est ensuite les JO. Hein. Je ne sais pas comment tout ça va fonctionner, puisque je vous rappelle que l'Assemblée nationale doit se réunir dans les 7 jours suivant l'élection. 18 juillet au plus tard. Hein? Voilà. Donc, il va falloir franchir les ponts qui seront interdits de franchissement, prendre le métro dans les stations de métro qui seront fermées. Ça va être très bien. Je suis désolé, je t'arrête tout de suite. Comme pour les Covid, nos nouveaux députés auront des passe-droits. Ouais, mais non. Ce qui est logique en même temps oui, pour pouvoir agir. Hein. Très bien. Allez, donc le premier, c'est Tariq Dali. Tariq, les scénarios. Hein. Bon, d'abord, je ne lis pas dans la boule de cristal maintenant. Oui, mais je reprends un peu ce qui a été dit. C'est que je l'ai dit tout à l'heure, il est tout à fait probable il est certain que le RN sera présent dans la quasi-totalité des circonscriptions au second tour et qu'il sera en tête dans une bonne partie d'entre elles. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut arriver en tête et avoir la majorité absolue des 577 députés? Ça, je ne lis pas dans la boule de cristal. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de triangulaires qui vont permettre à ce que vous appelez le bloc central. Moi, je vais reprendre la dénomination de Michel Onfray, le bloc maastrichtien. D'accord. Donc, dedans, vous avez Macron et vous avez les LR qui n'ont pas voulu suivre Ciotti. D'accord. Bon. Et ceux-là se sont alliés. Donc avec ça, ils peuvent arriver à faire élire François a dit 50 députés. Je pense malheureusement qu'ils vont, grâce à cette alliance, arriver à en sauver 80 à 100. D'accord. S'ils arrivent à sauver 80 à 100 députés, il en reste 500 de l'autre côté. Et les 500 de l'autre côté... Et on est loin de la majorité. Hein. J'y viens. Ouais, vous avez deux autres blocs. Sur les 500 de l'autre côté, vous avez le RN qui peut en faire entre 250 et 300, mais si le front de gauche, s'il y a vraiment une poussée à gauche, ils peuvent dépasser les 200 députés. Donc 200 plus les 100 macronards, ça fait 300. Il n'en reste plus que 277. Donc ça va être limite pour le RN. Vous voyez Ruffin et Mélenchon voter en faveur d'un gouvernement où il y aurait un Premier ministre du centre? Non, je ne crois pas à une majorité du Front de gauche, mais je crois que le Front de gauche, enfin le Front populaire, va avoir un certain nombre beaucoup de députés, plus de 200, ce qui va empêcher effectivement le RN d'avoir une majorité. Ça, c'est tout à fait possible. Donc votre scénario, c'est la France ingouvernable? C'est bien possible. C'est le scénario central, très clairement. C'est le scénario central. Il y a une petite chance, parce que quand même le RN est quand même à 33% au moins
27 à peu près pour le nouveau Front populaire et 18 pour les macronistes pour le moment. Donc il y a quand même une petite chance de majorité RN, mais assez faible. Alors pour le RN, ça serait la pire des situations. Pourquoi ? Parce que avoir le pouvoir quand au niveau du Premier ministre, mais ne pas avoir le président de la République avec vous, qui va être contre vous, avoir le Sénat contre vous, avoir l'Union européenne contre vous par rapport à votre projet, et avoir en plus ne pas pouvoir avoir le peuple avec soi par référendum, puisque c'est le président qui instruit les référendums, qui propose les référendums. Donc vous ne pouvez pas voter par le peuple contre les institutions. Et le Conseil constitue. Donc c'est la catastrophe. Mais ça, c'est pas ça le plan d'Emmanuel Macron. C'était le plan de Macron. Moi, c'est ce que j'ai immédiatement pensé le soir de la dissolution. À Ursula von der Leyen, ça a été relayé par le journal, je crois, Bild en Allemagne, que c'était son objectif. A priori, c'est raté parce qu'il y a peu de probabilités. La probabilité la plus forte, c'est que ce soit en fait une France ingouvernable. De toute manière, il y a 3 blocs qui sont incompatibles, qui ont peur des autres. On va creuser le scénario majorité Oui. Rassemblement national. Oui. Est-ce que Jordan Bardella ou quelqu'un d'autre doit devenir Premier ministre ? C'est la logique. Il est obligé. De la demander. Donc il faut affronter le pouvoir. Il est obligé d'y aller. Et là, c'est très mauvais pour lui. Donc c'est très mauvais. Mais il ne veut pas le faire, par contre, s'il n'a pas la majorité. Et il l'a dit, ils ne sont pas suicidaires, ils savent ce risque, ils ne le feront pas s'il n'y a pas la majorité. Donc la probabilité, c'est effectivement ce que disait Tariq Dali. Grosso modo, le RN en tête, mais pas la majorité absolue, 260 députés. Le centre avec 100 députés en tout. Et effectivement, 220 députés pour l'autre côté. Donc c'est ingouvernable parce que le RN ne va pas le faire, veut pas gouverner dans ces conditions, il a raison, il voudra des nouvelles présidentielles. Le bloc avec 100 députés au milieu peut s'allier avec le PS, ça fera 200 députés, c'est ingouvernable, motion de censure tout de suite. Et le bloc, l'autre côté, Front populaire, peut pas gouverner. Donc c'est ingouvernable, ils vont peut-être essayer de gouverner pendant quelques mois, mais il y aura une motion de censure, donc il y aura forcément, quasiment c'est mon scénario central, il y aura forcément beaucoup de gens qui vont faire pression pour la démission de Macron, voire pour sa destitution, Mais rien ne s'il peut refuse de obliger Macron. démissionner. Alors, il y en a 2 qui ne sont pas intervenus. J'en vois un qui est vraiment accablé. Philippe Pasco, vous m'inquiétez. Mais ouais, parce que Pourquoi je vous écoute avec attention. Ouais. Comment un type comme un président de la République peut faire des supputations pour un gouvernement ingouvernable? Est-ce que c'est ça, s'occuper des Français? Est-ce que c'est ça, s'occuper du bien public? Si jamais c'est ça, ce scénario dans sa tête, mais comment il peut encore y avoir 18% des gens qui votent pour un type pareil? Je travaille pour que je ne puisse plus avoir une France gouvernable. Mais c'est à devenir fou. Comment il peut encore avoir 18% des gens qui votent pour lui? Son objectif, tel que moi je l'ai perçu et d'autres, rejoins. c'est, et peut-être l'a-t-il dit, ça m'avait échappé, c'est majorité RN, Premier ministre Bardella ou quelqu'un d'autre, et puis discrédit Et pour puis 2027. je garde ma place. Non, je il garde garde sa place, mais il n'est pas. Mais la la différence, France Philippe, est c'est qu'il n'est ingouvernable. pas rééligible. Oui. C'est la différence des scénarios précédents, le scénario Mitterrand ou le scénario Chirac. C'est-à-dire qu'on était avec des présidents de la République qui pouvaient admettre une cohabitation parce qu'ils savaient que derrière, ils allaient être réélus, ou ils pouvaient l'être. Là, ça n'est pas le cas. Encore une fois, c'est le changement dans l'équation. Encore une fois, par rapport à tout ce que vous me dites, moi, je ne suis pas à l'abri de penser que ce type-là nous déclare une guerre pour pouvoir continuer à gouverner. S'il n'a pas la majorité de l'Assemblée avec lui, la majorité contre lui, ça va être un petit peu compliqué de déclarer une guerre. On est au bord d'un conflit, entre guillemets, qui peut se déclencher. Et quand il y a un conflit qui se déclenche, et on l'a vu en Amérique, ça permet au gouvernement et au président en place de rester en place. Donc moi, avec un... Pardon, je pèse mes mots. Avec un malade pareil, j'ai peur pour la France et j'ai peur pour les Français. Alors, François Martin. Moi, je pense qu'il y a un élément qu'on ne rentre pas en ligne de compte là-dedans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la détestation profonde d'une grande partie de Macron. Il est clair. vote pour lui. Attends. Donc vous pensez que dans les urnes, les Français vont se dire, ça va être ça leur je pense motivation. non seulement ça, mais après, c'est-à-dire que si c'est ingouvernable, tout le monde va dire c'est la faute de Macron. Et ils vont lui et le C'est la faute du RN. Philippe, je voudrais finir quand je dis un truc.
tout le monde il va se faire accuser par tout le monde, disant c'est toi qui as foutu la merde, espèce de ces 3 petits points. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et je pense que même si le RN est majoritaire, je pense qu'ils vont le faire grimper en posant leurs conditions, en disant nous, on veut bien gouverner, mais quelles sont les conditions? Est-ce que le président s'engage à collaborer? Parce que s'il nous met les pots bananes, on ne prend pas, et puis tu te démerdes, et puis ils vont se repasser de l'un à l'autre. Il va y avoir un jeu de patates chaudes là qui va être assez intéressant. François, il y a un autre scénario, c'est que les précédentes cohabitations se faisaient entre partis qui jouaient les mêmes règles du jeu. Autrement dit, on laissait au président de la République son domaine réservé, la diplomatie, l'armée. On n'est pas du tout dans le même processus. Et on n'est pas du tout dans le même... Non, parce que là, on est dans un processus révolutionnaire, parce que celui qui porte, que tout le monde veut virer, c'est Digage. On est dans une révolution de ce type. Avant, c'était pas pareil. On voulait pas de la politique de Chirac ou de la politique de Mitterrand, donc c'était un problème de politique. Mais l'image même du président n'était pas entachée. Aujourd'hui, c'est lui le problème. Et c'est ce qu'il a montré par la démission, par la dissolution. C'est ce qu'il a montré. J'en rajoute là-dessus tout le pouvoir économique. Ce que je vois en région, en Provence, ce que m'a dit un ami sur Paris, tout est bloqué au niveau de l'économie. Et les grands patrons, même les gens du MEDEF, des patrons du MEDEF, sont très fâchés avec Macron. Donc, moi, le scénario central, c'est pas de majorité ingouvernable. Et là, une grosse pression du pouvoir économique et du coup, du pouvoir médiatique et même le pouvoir politique sera obligé de suivre. Donc, Macron, c'est un forcené. Il risque de vouloir faire le forcené de l'Élysée, mais il sera pression pour démissionner. Et après, s'il ne veut pas démissionner malgré la pression, il devient fou. Il n'y a plus que la destitution. Et la grenade dégoupillée mérite la destitution. Alors, OK. Alors, Tariq Dali et... Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Philippe. Tariq. Il y a quand même une possibilité, comme je pense ce que pense François, qu'il y ait une majorité pour le RN. Dans ces cas-là, effectivement, il ne peut pas refuser d'aller au gouvernement. Mais il peut tout à fait y aller. Si, il faut qu'il y aille. Il peut y aller je peux finir mon raisonnement. Vas-y, pardon. Voilà, absolument. Il y va, parce qu'on ne peut pas dire non. Surtout qu'en plus, il a demandé la dissolution. Donc, il y va. Il propose 2-3 petites choses faciles. J'en sais rien, n'importe quoi, rétablissement du délit de séjour irrégulier, par exemple, des petites choses comme ça, la TVA, etc. Il a dit voilà. À 5%. Bon, ça passe. Ça fait partie des promesses. Ça fait partie. De campagne. On laisse passer les Jeux Olympiques, on arrive au mois de septembre, et puis là, on présente, on dit voilà, moi je vais appliquer mon programme, et je demande un référendum sur l'immigration. Il va voir, il va faire un référendum sur l'immigration, le Premier ministre ne peut pas le demander. Donc il va voir Macron, et Macron va lui dire non. Et là, tu claques la porte. Là, on claque la porte, on dit, voilà, je suis désolé, le Premier ministre prend... Sauf qu'il ne peut pas y avoir une nouvelle dissolution, puisqu'il ne peut pas y avoir je avant un an. Je termine. Justement, il s'est mis, c'est Macron lui-même, il faut le reprendre à son propre piège. Son propre piège, il dit, voilà, le Premier ministre prend les Français à témoin, il fait du Chirac 1976 en disant, je n'ai pas les moyens de gouverner, voilà, maintenant, moi, je refuse de gouverner avec ce type-là. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il va nommer un autre Premier ministre, on le censure. Ben donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Je rappelle que le dernier président de la République qui a été acculé à la démission, c'était un mois avant les Jeux Olympiques, il y a 100 ans, en 1924. Il s'appelait Mitterrand et les Jeux Olympiques, c'était en juin, les Jeux Olympiques se sont tenus en juillet. C'est marrant. Voilà, c'est drôle. Amusant. Voilà. Alors, Philippe Pasco, et ça va... Un petit point de détail qu'on oublie complètement par rapport à des élections aussi hasardeuses que celles législatives, c'est ce que j'appelle l'effet Jospin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le problème qu'on a, c'est que justement, par rapport à ce que disait François, les gens n'ont pas de mémoire collective. Rappelez-vous Jospin, 48 heures avant. Il était donné au deuxième tour. C'est très juste. Et puis il y a un événement qui est arrivé du côté d'Orléans, où il y a un petit vieux qui s'est fait tabasser, et ça a fait toutes les chaînes. Et 48 heures avant, M. Jospin est passé dans les limbes de l'oubli. Donc, sur cette élection, on peut faire toutes les projections qu'on veut. Si jamais il se passe un événement, entre guillemets, 48 heures avant, et c'est les indécis, entre guillemets, qui vont encore faire les différences, tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et je ne suis pas à l'abri qu'un type comme M. Macron ne nous ait pas préparé un goût tordu 48 heures à l'avance. Alors, on va parler un petit peu de la situation du blocage. C'est celle que vous envisagiez, Tariq. Le RN a la majorité, il accepte le pouvoir, il se rend compte qu'il ne peut pas l'exercer dans des conditions normales,
il refuse de faire une sorte de coup en retirant le domaine de réservé au président de la République, ce qui est envisageable. Constitutionnellement, il n'y a pas de domaine Mais réservé. c'est justement à ça que je veux en venir. C'est-à-dire que constitutionnellement, il y a la pratique du pouvoir. Il y a la pratique. Mais cette pratique n'est acceptée qu'entre gens qui se parlent et qui ont les mêmes pratiques. Il y a le RN qui peut dire, mais il n'y a pas de domaine réservé. Le ministre des Affaires étrangères, il répond au Premier ministre, et le ministre des Armées, il répond au Premier ministre. Et Macron a Rambouillet. Ça, c'est une solution. Mais le scénario qui monte, c'est le scénario de l'article 16. Ça, c'est fou. C'est fou, mais c'est le scénario de ce qu'on appelle les pleins pouvoirs. Alors, j'ai regardé rapidement comment ça fonctionne. Les pleins pouvoirs, le président de la République a le droit de décréter, dans des circonstances exceptionnelles, article 16, plein pouvoir. Il a 30 jours d'exercice. Au bout des 30 jours, le Conseil constitutionnel peut dire si oui ou non c'est légitime. Et au bout de 60 jours, c'est le Parlement. C'est ça. C'est ça ? Parce que le Parlement se réunit de plein droit, effectivement. Exactement. Mais ça, c'est une réforme constitutionnelle, parce qu'avant, il n'y avait pas de délai du tout. Là, c'est déjà pas mal, on a ce petit délai-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce scénario que l'on entend monter ? Tout est possible. Macron l'a dit. En fait, les équipes de Macron en off l'ont dit que c'était une décision. Il y a eu des fuites ce matin dans la presse sur l'article 16. Alors, il faut être complètement fou pour imaginer ça. C'est-à-dire, je fais une dissolution, je m'appelle Macron, je fais une dissolution, la France est ingouvernable, il y a des émeutes de l'extrême gauche, et du coup, j'ai mis le bordel, et donc je l'utilise pour devenir le chef absolu. C'est quand même absolument grotesque. Donc, il l'imagine. Après, qu'il puisse le faire, peut-être qu'il le fera, mais s'il le fait, il se suicide définitivement pour le reste de sa vie, parce que la France entière ne l'acceptera pas, quoi. Oui, parce qu'il y aura des approbations, on voit bien de tout le monde. L'élément central, je pense que c'est ça, cette notion d'élégitimité, et chaque fois qu'il va faire quelque chose, la délégitimité va augmenter. Mais moi, si j'étais à la place du RN et que j'avais la majorité et que je gouvernais, je serais certainement pas là pour m'occuper des vrais dossiers. Parce que les vrais dossiers, c'est une fois que tu as gagné la présidentielle suivante. Je ferai ce qu'il faut pour mettre les Français de mon côté. Donc je m'attaquerai au pouvoir d'achat, c'est-à-dire où je quitterai le pacte d'électricité pour faire baisser les prix, où je baisserai la TVA déjà pour que la problématique du pouvoir d'achat, ça soit important. Je m'attaquerai. Qu'est-ce qui va se passer dans la rue ? Qu'est-ce qui va se passer dans la rue ? De la violence de la rue qui va se déclencher. Et je veux dire, à partir du moment où il y aura violence dans la rue partout, à travers toute la France, qu'est-ce que je fais, moi, comme président ? La violence, pourquoi ? Parce que c'est le RN qui est au pouvoir. Mais oui. Faut pas rêver. La violence. Si violence dans la rue, c'est plus l'affaire du Premier ministre, du président. Augmentation du pouvoir d'achat, baisse des charges et des taxes. Non mais pardon, François. Première. Deuxième décision, une décision forte en ce qui concerne la question de sécurité, qui est la question seconde des Français. Troisième décision, privatisation du service public, qui est aujourd'hui la Pravda française, je veux dire. François, avec ça, ils vont se mettre les Français de leur côté. T'as déjà été élu ? Comment ? T'as déjà été élu ? Ouais, je suis élu. Ah bon, tu sais pertinemment que des fois, ce qu'on veut, on peut pas le faire une fois qu'on est élu. J'en ai pour preuve une dame qui est en Italie, qui devait faire plein de choses, et dès qu'elle arrive au pouvoir, comme par hasard, elle n'a pas pu les faire. Mais ils sont pas au pouvoir. Ils ne sont pas au pouvoir. Ils vont gérer une période où il est Premier ministre. Ils sont pas sur ce que peuvent faire les gens une fois qu'ils sont au pouvoir. Moi, j'ai vu dans ma carrière plein de gens qui devaient faire des choses quand ils étaient en l'opposition, et dès qu'ils sont passés dans la majorité, comme par hasard, ils le faisaient plus. Donc n'épilons pas au pouvoir. C'est bien la raison pour laquelle j'ai dit que... Pas tous ensemble. Ils vont être dans une période intermédiaire pour préparer leur prise de pouvoir. Leur prise de pouvoir, c'est pas maintenant. Sauf que quand tu n'as pas été au pouvoir depuis X années, comme ne l'a pas été le RN, quand tu arrives au pouvoir, comme ça s'est fait en 1980, rappelez-vous, tu commences par faire tout et n'importe quoi. Et ça dure 2 ans. C'est bien la raison pour laquelle... Et ça dure 2 ans. Oui, mais il ne faut pas que ça dure 2 ans. J'ai dit, s'ils ont la majorité et qu'ils sont à Matignon, l'autre va leur foutre les bâtons dans les roues. C'est exactement ce qu'a dit François. Il faut prendre ces quelques mesures qui sont faciles à prendre, etc. Et après, on trouve le prétexte pour le faire dégager. Je pense, comme tous les deux, que vous avez raison. Je pense que Tariq Dali a raison sur le fait que si jamais ils avaient la majorité, il faut qu'ils mettent face à Macron le référendum sur l'immigration. Macron le refusera. Et donc,
à partir de ce moment-là, on part dans des présidentielles. Parce que de toute manière, le RN ne peut rien faire tant qu'il n'a pas la présidence. Mais personne ne peut déloger le président de la République. Mais si, parce que... Il peut y avoir quand même un moment, la raison peut l'emporter. C'est-à-dire que tous les gars qui font corps aujourd'hui, tous les gars qui font corps aujourd'hui pour essayer de sauver leur siège, c'est-à-dire les LR maintenus et les macroniens qui essaient de provoquer des triangulaires pour un siège, une fois qu'ils auront pris une gamelle et tout, ils vont se dire ce type est fou, il va pas s'accrocher au pouvoir, ils vont s'en aller et ils vont le lâcher. Enfin, j'imagine. Il va être là. Il commence à être lâché. Les instances internationales vont lâcher. Je veux dire, c'est le processus de délégitimité dans un cadre révolutionnaire. C'est ça. La personne qui est au pouvoir perd et puis s'enfonce progressivement. Puis à un moment donné, il peut toujours rester en place, mais dès qu'il sort, les gamelles, les cris, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oui, mais les pouvoirs médiatiques et politiques, ils lui sauf disent que le stop, président de la République s'en moque un petit peu des gamelles dans la rue. Il a l'Élysée, il a la lanterne, il a Rambouillet, il peut gouverner et il va dans les sommets internationaux. S'il a les médias contre lui, le pouvoir économique contre lui, les grands patrons, c'est donc tout de suite un problème énorme et après c'est plus de vie contre lui. Il aura les médias contre lui. S'il fait n'importe quoi et qu'il rance la France, il aura les médias contre lui. Voilà, les hauts fonctionnaires. Et puis si le secrétaire général de l'OTAN l'appelle en lui disant bon maintenant il faut rétablir le calme en France, si la présidente de la Commission européenne lui dit il faut peut-être rétablir le calme en France, tout le monde il va pas tenir enfermé, barricadé à l'Élysée, voilà. Sauf que c'est, pardonnez-moi, mais c'est pas le président de la République qui assume l'ordre en France. Si jamais il y a un gouvernement, soit de la gauche, du nouveau Front populaire, soit du RN, d'une manière ou d'une autre, le ministre de l'Intérieur, c'est pas le président de la République. C'est bien la raison pour laquelle... La répression, c'est le Premier ministre ou c'est le ministre de l'Intérieur qui l'assume. C'est bien la raison pour laquelle je vous dis que le Premier ministre doit remettre la démission de son gouvernement pour le pousser à démissionner. Alors effectivement, il y aura un ministre de l'Intérieur qui expédiera les affaires courantes, un truc comme ça. Mais enfin voilà, mais bon, c'est un gouvernement démissionnaire. Mais est-ce que les Français vont avoir ça en tête ? Parce que là, on va vers les scénarios du pire. À l'heure de... Vous allez tous voter, j'imagine. Oui, bien. Moi aussi. Oui. Donc, on a tous ce moment où on a des convictions, on arrive dans l'urne. Parfois, il y a un moment de réflexion, non ? Non, moi, je vais voter blanc. Toi, tu vas voter blanc. Ok. Voter blanc, ça sert à rien. Très bien. Tu peux ne pas voter du mais tout, non, c'est une erreur. Ça, c'est votre opinion, c'est pas la mienne. Ouais. Okay. Quand la panel politique... Est-ce que les Français vont pas avoir ce moment de doute? Alors ça c'est toute la stratégie des macronards. Ils foutent la trouille à tout le monde pour effectivement qu'il y ait ça au dernier moment. Mais à mon avis, ça marchera pas. Comme tout le monde a dit, tout le monde en a marre de Par lui. exemple, l'argument d'autorité fondamentale pour le doute, c'est de dire nous sommes des bons gestionnaires, nous avons bien géré, eux seront des mauvais gestionnaires. Quand on a laissé la France dans l'état où elle est, avec 5,5% de déficit sur PIB, 1000 milliards de dettes en plus, cela ne fonctionne plus. Donc c'est le processus où ils sont déjà délégitimés et ça peut être que pire en pire. Alors juste un petit mot, les manifs de l'extrême gauche, il y en aura, certes. De toute manière, je pense que le RN n'aura pas le pouvoir absolu, mais les manifs, il y en aura. Après, elles seront gérables. Ça ne sera pas impossible. Pourquoi tu dis extrême gauche ? Parce que, je veux dire, pour refuser, pour manifester quand il y a des élections, surtout que le RN... Permettez-moi de le dire, il n'a rien d'extrême droite aujourd'hui. Il faut se moquer du monde pour dire que c'est un pouvoir fascisant et d'extrême droite. J'ai pas dit le contraire, mais quand tu prends le nombre de gens qui ont manifesté là, il y a ces derniers jours, c'est pas tous des mecs d'extrême gauche. Il faut arrêter non plus de stigmatiser d'un côté ou de l'autre. Manifester contre des élections, moi, je refuse de stigmatiser, entre guillemets, les gens d'extrême droite, qu'on dit d'extrême droite, et je refuse mais pour moi, il y a une extrême gauche, par contre. Mais non, il faut arrêter. Si tu dis qu'il y a une extrême, moi je dis qu'au RN, il y a une extrême droite. Si tu veux. D'accord ? Moi, je pense que c'est pas la même Il y a un moment donné, il faut arrêter. L'ensemble des gens aujourd'hui, c'est juste des gens qui en ont marre. Les filles aux cheveux Moi, je rencontre des communistes qui vont voter RN. Je rencontre des gens qui vont voter Front Populaire alors qu'ils n'ont pas envie de le faire parce qu'ils n'ont pas envie d'autre chose. Donc c'est par désespoir que les gens sortent. C'est pas forcément des gens d'extrême gauche. Par désespoir, c'est par détestation. C'est le mot de la fin, on doit vraiment s'arrêter. Le président de la République actuelle. Je pense qu'on est dans une situation où l'équipe de France est en train de pousser l'équipe d'Angleterre. On est dans un molle, pas loin de la truc, et ça pousse. Et je pense que le réflexe de beaucoup de gens, il faut pousser. Il faut les retourner derrière la ligne d'en but, on va leur planter l'essai et on verra plus tard, lorsqu'ils auront été battus. À ce moment-là, on verra. Alors, on se retrouve. Ça va être un raisonnement simple, je pense. Messieurs, merci. On se retrouve dans 15 jours. On sera dans l'entre-deux tours. On verra le nombre de triangulaires. Hein, ce sera très intéressant. On se retrouve donc dans 15 jours pour une émission au cœur de l'été. À très vite. Merci.